Vous me l'aviez demandé, je m'exécute, Antoinette est là pour vous servir et c'est avec plaisir, comme toujours. Didi obtient enfin une victoire juridique et Jay-Z la célèbre également puisque la femme qui les avait accusés de l'avoir, quand elle avait 13 ans, rejette désormais son procès. Elle abandonne les poursuites. L'accusatrice, Jane Doe, a déposé des documents auprès du tribunal fédéral avec son avocat bien évidemment pour classer volontairement l'affaire sans suite, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être réexaminée ou réouverte. C'est une victoire énorme pour les deux manias de la musique, mais Jay-Z en particulier, qui a insisté tout au long du procès qu'il ne céderait pas à la fausse allégation, et maintenant, il en est sorti vainqueur. Petite parenthèse, comme vous le savez, je pensais réellement que Jay-Z pouvait être coupable. Et bien souvent, dans ces affaires, quand une victime dénonce un agresseur, ensuite c'est en fait la porte ouverte pour d'autres victimes pour aussi déposer des plaintes contre ce même agresseur. Vous savez, des plaintes en général qui s'enchaînent, comme on l'a vu pour Didi, qui, a priori, n'est pas sorti de l'auberge avec ses 120 procès contre lui qui sont soit déposés, soit sur le point de l'être. Par contre, le fait que Jay-Z n'ait pas été nommé par d'autres individus, et j'insiste bien sur le fait que je ne fais pas de distinction entre les hommes et les femmes dans ce cas bien précis, ça m'a mis la puce à l'oreille. Selon moi, si c'était vrai, Jay-Z n'aurait pas fait cela une seule fois. Enfin, je pense pas. Comme aucune autre victime ne se faisait connaître au fil des semaines, j'étais de plus en plus dans le doute. Tu vois, j'étais là, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc j'ai évité d'en parler tant que j'avais pas plus d'informations. Et ben voilà, on a la réponse. Vous vous souvenez qu'il y avait des incohérences dans le récit de cette Jane Doe? L'accusatrice avait affirmé avoir rencontré Jay-Z et P. Diddy lors d'une after-party des VMAs en 2000, mais dans son procès, qui a été déposé en décembre, il y avait énormément d'inexactitudes qui sont apparues dans les semaines qui ont suivi le dépôt du procès. Parmi les lacunes de son récit, elle a affirmé que l'agression avait eu lieu dans une maison cette nuit-là. Mais il y a plusieurs photos de Jay-Z dans une boîte de nuit populaire à New York, et tu peux rien faire contre une photo, tu vois. La photo, elle est là, c'est une belle preuve. Pareil, elle dit avoir vu Benji Madden cette nuit-là, alors qu'il était en tournée, et du coup, c'est pas possible. Et pareil, on a la preuve qu'il était en tournée, je veux dire. Enfin, elle avait affirmé que son père était venu la chercher de la maison, qu'il avait mis à peu près 4 heures, etc. Mais lui a avoué qu'il n'avait absolument aucun souvenir de ce qui s'était produit, et que de toute manière, c'était trop loin. Immédiatement, et moi la première, on a cru que le père était un vendu qui aurait accepté de faire un faux témoignage contre sa propre fille, éventuellement contre de l'argent. Et oui, parce qu'à force de traiter de dossiers très très sales, on finit par douter de tous les individus qui sont liés au procès. Comme vous pouvez l'imaginer, Jay-Z est ravi par la nouvelle. Je veux dire, on le serait tous quand on est accusateur a priori. Mais visiblement, il est toujours en colère d'avoir dû faire face à ces allégations. Il a déclaré à TMZ: « Aujourd'hui est une victoire, les allégations frivoles, fictives et effroyables ont été rejetées. Cette action civile était sans fondement et n'a jamais abouti. L'histoire fictive qu'ils ont créée était risible, si ce n'était pas pour le sérieux des accusations. » Il a raison. Je ne souhaite à personne de vivre une telle expérience. Le traumatisme que ma femme, mes enfants, mes proches et moi avons enduré ne peut jamais être ignoré. L'avocat de Jay-Z, Alex Pirro, déclare: « En se dressant face à des allégations odieuses et fausses, Jay-Z a fait ce que peu de gens peuvent faire. Il a riposté, il n'a jamais accepté de régler le litige, il n'a jamais payé un seul centime, à part à Alex Pirro. Il a triomphé et il a lavé son nom. » Donc on résume, l'affaire a été rejetée avec ce que l'on appelle un préjudice. Un rejet avec préjudice signifie que l'affaire ne pourra jamais être réexaminée. Ça n'a rien à voir avec le tribunal, c'est pas le tribunal qui a rejeté, c'est pas parce qu'il y a eu des décisions complètement farfelues, c'est l'avocat de Jane Doe, oui, Tony Buzbee, qui, de son propre chef, a envoyé un courrier et a dit: « Cette affaire est close, on ne la ramènera pas. » Je pense qu'aujourd'hui on en est tous là, on est nombreux à se poser la question: comment s'est-il arrivé à un tel accord sans battage médiatique? Parce que franchement, tout a été réglé discrètement. Les gens disent que cela pourrait signifier qu'il y a eu un accord potentiel. Habituellement, quand on demande au tribunal de clore un dossier, on doit expliquer la raison pour laquelle on rejette l'affaire. Ça veut dire que Tony Buzbee, il a dû dire pourquoi. Pas encore les infos, mais il a dû dire pourquoi. Les informations que je viens de vous donner et que je vais continuer à vous donner, elles viennent de l'avocat connu, une de mes idoles sur TikTok également, qui s'appelle Sean Kent, qui nous donne plus de détails que je vous traduis en français. Pourquoi est-ce que les poursuites ont été abandonnées, selon Sean Kent? Selon lui, l'action aurait pu être rejetée pour 3 raisons. La première, la victime qui n'est plus une victime, qu'on soit bien d'accord, aurait pu s'adresser au cabinet d'avocat de Buzbee et dire: « Je veux que l'affaire soit classée, je veux que ça disparaisse, ce que je vous ai raconté, c'est pas arrivé, j'ai menti. » L'avocat a alors le devoir de se débarrasser de l'action en justice. Deuxième cas possible, l'avocat aurait pu continuer à faire des recherches et en faisant ses analyses et ses enquêtes, il aurait pu se rendre compte qu'il s'agissait d'un pur mensonge. Et là aussi, il a le même devoir de rejeter cette plainte. Troisièmement, il y aurait pu avoir un règlement. L'avocat Kent ne pense pas qu'il y ait eu un règlement à l'amiable, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que s'il y avait eu un accord, il aurait dû être stipulé au tribunal, indiquant que les parties avaient négocié pour résoudre le problème. Donc il y aurait un document, en tout cas des traces écrites. La deuxième, c'est que s'il y avait eu un règlement, il n'y aurait pas eu de règlement contre Diddy, de sorte que Diddy serait resté dans le procès. Jay-Z serait sorti d'affaire, clairement, parce que c'est son propre argent, et je vois pas pourquoi il aurait payé pour un mec qu'il dit ne pas connaître,
Et là, on sait que les 2 affaires ont été rejetées, donc on peut oublier l'histoire du règlement, à mon avis. Donc il reste les options 1 et 2. 1, les aveux de la victime. 2, les recherches de Busby qui auraient découvert le mensonge. Il fait super chaud dans ce bureau. La nouvelle question qu'on pourrait se poser est la suivante. Jay-Z peut-il poursuivre le cabinet d'avocats de Tony Busby? Pourrait-il causer du tort à l'avocat pour avoir intenté ce procès? D'après Sean Kent, non. Et la raison est toute simple. Les avocats bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité absolue. J'en ai jamais entendu parler, mais il parle d'immunité qualifiée, d'immunité absolue. Là, il va l'appeler simplement l'immunité de l'avocat. Les avocats ont le droit d'intenter des actions en justice au nom de leurs clients. Point. Pourquoi? Parce que le système judiciaire veut un système qui encourage les gens, s'ils sont lésés, à demander réparation. Ils ont donc le droit d'obtenir de l'argent, justice, ce que vous voulez. Ils ont donc le droit d'intenter une action en justice, alors que si on disait aux avocats, attention, si t'intentes un procès, mais que finalement vous perdez, que le jury est pas d'accord avec vous, que le client a menti, toi, avocat, tu pourrais être poursuivi. Bah devinez quoi? Les avocats, ils n'intenteront plus jamais de procès, en fait, parce que c'est quand même leur carrière, c'est leur job. Donc si les avocats n'intentent plus de procès, les gens ne reçoivent plus d'argent et les gens n'obtiennent plus justice, tout simplement. C'est pourquoi les avocats, eux, disposent de ce qu'on appelle l'immunité absolue en toutes circonstances. Et pas mal cette clause d'immunité en fait. D'ailleurs, dans le processus de dépôt de plainte, il y a une page rédigée par l'avocat qui s'appelle la vérification. En gros, c'est « J'ai rédigé ceci, vous êtes d'accord, monsieur Dupont, c'est bien ce que vous m'avez raconté, c'est bien votre version des faits, ok, je vous crois », et le client signe. Pourquoi est-ce que le client doit signer la vérification? Tout simplement parce qu'il dit à l'avocat que tout ce qu'il dit est vrai. Il l'assure à l'avocat, les yeux dans les yeux. Parce qu'encore une fois, on veut pas que ce soit l'avocat qui soit poursuivi, parce que l'avocat, il agit dans le cadre de son travail. Il représente. Après, son job à lui, c'est de ne pas commettre de négligence grave, par exemple, ne pas mener l'enquête et ne pas mentir sous serment à la barre. Mais alors, si Jay-Z ne peut pas intenter un procès à l'avocat, que peut-il faire maintenant? Continuer sa vie et ne penser à rien? Ou bien poursuivre la personne qui a intenté le procès, cette fameuse Jane Doe? Sean Kent explique, il a souvent des clients qui viennent le voir dans son cabinet en lui disant « Cette personne a intenté un procès contre moi, elle savait que c'était faux, elle savait qu'elle mentait, elle savait que c'était des conneries quand elle a intenté le procès. Donc j'ai envie de me battre contre elle. » Ce que Kent répond en général à ces clients-là, c'est « Tu peux les attaquer en justice, mais à la base, s'ils t'ont attaqué en justice, c'est que potentiellement ils avaient pas d'argent et ils en voulaient un petit peu. » Donc il leur dit « Vous pourriez probablement les poursuivre en justice, mais qu'est-ce que vous obtiendrez? Votre recours sera probablement la conférence de presse au cours de laquelle vous direz que c'est horrible, blablabla, mais en fait vous n'obtiendrez jamais rien. Ça sert à rien, laissez tomber. » En tout cas, ne perdons pas espoir en Tony Busby, qui reste mon héros. Je pense qu'il a pris le cas quand la personne s'est présentée, car rien n'est impossible dans l'affaire Diddy et Jay-Z, donc ça aurait tout à fait pu être possible. Mais lui et ses associés du cabinet ont quand même réussi à faire soit admettre à Jane Doe qu'elle mentait, soit il a trouvé les preuves contradictoires, et donc c'est lui qui a décidé d'abandonner les poursuites. Donc en fait, le mec, il est intègre. Et je trouve que ça, c'est important. Il est intègre, il fait son boulot, il le fait correctement. Par contre, comme dans tout procès, cette fausse victime vient nuire à toutes les autres actions en justice intentées dans cette affaire, parce que maintenant, on va douter de tout le monde, comme à chaque fois. Cela nuit à toutes les autres victimes potentielles qui ont déclaré que quelque chose s'était réellement passé et qui ont des preuves. Et c'est pour ça que Sean Kent dit que les avocats devraient s'efforcer de vérifier toutes les preuves dans ces poursuites avant d'accepter de représenter les potentielles victimes, parce que c'est toujours le danger d'engager tout le monde, de prendre tout le monde pour mener des centaines de poursuites, comme le cabinet Busby a décidé de le faire depuis le début, parce que c'est seulement une fois qu'ils ont accepté de représenter le cas qu'ils font les recherches. Et du coup, voilà, on en arrive à ça, qui vient nuire à tout le reste du procès, malgré tout, bien qu'on ne le souhaite pas. Pour conclure, bien que Tony Busby n'ait pas encore répondu aux sollicitations des journalistes, on peut imaginer qu'il y aura bientôt une conférence de presse pour annoncer cette défaite pour son camp. Donc, wait and see, on reste connecté, évidemment, dès qu'il y a la conférence de presse, je vous en parle.